Europe 1 matin. 6h, 9h, Jacques Serret. Et à la une, c'est la rentrée pour le gouvernement Bayrou ce matin. Traditionnel petit déjeuner de la nouvelle année, tout d'abord dans une demi-heure, avant un premier conseil des ministres à l'Elysée. Et puis déjà des dossiers incontournables pour la nouvelle équipe. Explication dès le début de ce journal. Les narcotrafiquants incarcérés font la loi en prison. C'est ce que vous entendrez dans quelques instants dans un reportage édifiant à la prison des Baumettes à Marseille. Illustration de l'urgence à isoler certains détenus dangereux. C'est d'ailleurs la volonté exprimée hier par le ministre de la Justice Gérald Darmanin en visite dans la cité phocéenne. Dans le journal également, les derniers éléments de l'enquête sur l'attentat de la Nouvelle-Orléans et puis à 3 jours de l'épiphanie, dégustation de la meilleure galette des rois de la région parisienne. Europe 1. Le journal de 8h avec Maël Hassani. Bonjour Maël. Bonjour Jacques, bonjour à tous. C'est officiellement la rentrée pour le gouvernement Bayrou ce matin. Les 35 ministres nommés le 24 décembre dernier ont un objectif principal, durer le plus longtemps possible. Plus longtemps en tout cas que l'équipe Barnier renversée au bout de 3 mois. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour à tous. Vous êtes place Beauvau à Paris pour Europe 1, là où le gouvernement est attendu pour le traditionnel petit déjeuner de la nouvelle année. Oui, petit déjeuner entre des ministres qui se connaissent peu ou mal. C'était déjà un peu le cas sous Michel Barnier. Ce sera encore plus marquant pour le gouvernement de François Bayrou, avec par exemple tout à l'heure Bruno Retailleau côte à côte avec Juliette Méadel, la socialiste qui pourfend l'idée de priorité nationale. On aura également des revenants, Elisabeth Borne, Manuel Valls, mais aussi Gérald Darmanin de retour place Beauvau le temps de ce petit déjeuner. Ministère qu'il a occupé 4 ans et qui est désormais dans les mains de Bruno Retailleau. La relation entre les deux hommes, omniprésents médiatiquement, sera particulièrement observée dans les prochaines semaines. C'est donc cet attelage assez baroque, il faut le dire, composé de quelques LR, d'une pincée de socialistes et de survivants macronistes qu'on va observer ce matin. Un gouvernement en quête de stabilité, mais dont la durée de vie semble déjà incertaine. Et Alexandre, direction ensuite l'Elysée pour le gouvernement de François Bayrou. Premier conseil des ministres et déjà des urgences à gérer. Oui, et elle ne manque pas, ces urgences. Mayotte, d'abord, avec une loi spéciale qui devait être présentée aujourd'hui, mais qui est finalement repoussée d'1 semaine. L'autre priorité, c'est bien évidemment le budget. François Bayrou devrait reprendre la copie de Michel Barnier et l'amender pour éviter une nouvelle censure. Le texte pourrait arriver début février à l'Assemblée. Et puis, on devrait voir très vite le nouveau binôme Retailleau-Darmanin à l'œuvre, avec d'abord un texte pour lutter contre le narcotrafic prévu dans les prochaines semaines et des mesures prises rapidement pour à la fois réduire les flux migratoires et augmenter le nombre d'expulsions. Alexandre Chauveau en direct de la place Beauvau à 2 pas de l'Elysée pour Europe 1. Et oui, c'est effectivement la rentrée pour le gouvernement, mais Gérald Darmanin n'a pas attendu cette première réunion pour occuper le terrain. Le nouveau ministre de la Justice était à Marseille hier pour mener la bataille contre les narcotrafiquants. La cité phocéenne déchirée par la guerre des gangs qui ne s'arrête jamais, même pas en prison. Au centre pénitentiaire des Baumettes, les dealers se sentent chez eux et mettent au pas les autres détenus, comme l'a constaté Stéphane Burgat pour Europe 1. À la sortie du parloir, Johanna ne cache pas sa détresse. Son frère est emprisonné ici pour cambriolage, incarcéré notamment au milieu de narcotrafiquants qui font régner la terreur. Tout le monde est mélangé. La personne, ça la tue de se mélanger avec des gens comme ça. Je le vois toutes les semaines. C'est devenu de pire en pire. Il est rongé par la peur, il descend pas en promenade parce que ça craint. Maintenant, il vous charcle pour rien. Pour un regard, il vous charcle pour une paire de baskets, il vous charcle. Il n'y a plus de limite. Et tout ça, c'est mélangé. L'idée de regrouper les narcotrafiquants dans des établissements spécialisés a du sens, notamment pour les empêcher de gérer leurs affaires à distance, plaident les organisations syndicales comme le SPS de Marc Berkane au Baumettes. Il faut prôner des établissements différenciés. Il faut des budgets, il faut de l'immobilier. Et les gens, la plupart de la population veulent des prisons, comme nous voulons des places de prison supplémentaires, mais après personne ne les veut pour près de chez lui. Et ça, on peut les comprendre. Mais Gérald Darmanin souhaite mener d'abord son expérimentation de surveillance resserrée auprès de 100 détenus pour narcotrafic. Mais faute de place et de moyens humains suffisants, les syndicats de surveillants doutent de la proposition du ministre. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Les 2 clandestins impliqués dans le cambriolage d'une pharmacie la nuit de Noël à Créteil dans le Val-de-Marne seront jugés en comparution immédiate aujourd'hui. Ces 2 Algériens visés par une obligation de quitter le territoire français avaient dans un premier temps été relâchés par les autorités faute de place en centre de rétention avant d'être à nouveau interpellés 1 semaine plus tard pour un vol dans un taxi. Europe 1, il est 8h05. 14 roses jaunes placées le long d'un mur non loin du lieu de l'attaque à la Nouvelle-Orléans. Oui, 14
14 pour le nombre de personnes tuées dans cet attentat à la voiture bélier perpétré la nuit du Nouvel An. Un ancien militaire américain de 42 ans a foncé dans la foule au volant d'un pick-up avant d'être abattu par la police. Selon les derniers éléments de l'enquête, l'assaillant n'avait pas de complice. Et une confirmation, Wilfried de Villers, il était acquis à l'idéologie de l'État islamique. Oui, une allégeance que Shamsoun Dinjabar a confirmée dans plusieurs vidéos filmées et postées sur les réseaux sociaux la nuit de l'attaque. Le directeur adjoint du FBI, Christopher Raya. Dans la première vidéo, il explique qu'il avait initialement prévu de nuire à sa famille et ses amis. Dans une autre, il déclare avoir rejoint Daesh cet été. Il a également fourni un testament. Un drapeau de Daesh a également été retrouvé dans son véhicule tout juste après qu'il ait été abattu par la police. C'est au Texas, son état d'origine, qu'il aurait loué le pick-up Ford utilisé pendant l'attaque avant de prendre la route vers la Nouvelle-Orléans. Une attaque minutieusement préparée alors que des images le montrent en train de dissimuler des bombes artisanales dans Bourbon Street. Des agents du FBI ont récupéré 2 engins explosifs improvisés dans des glacières. Sur des images de surveillance, on le voit clairement en train de placer ces appareils là où ils ont été retrouvés. Selon le responsable du FBI, le terroriste aurait agi seul. C'est du moins la conclusion des enquêteurs à ce stade, eux qui ne font pas non plus de lien pour l'instant entre l'attaque de la Nouvelle-Orléans et l'explosion d'un autre véhicule quelques heures plus tard devant l'hôtel Trump de Las Vegas. Les dernières informations de Wilfried de Villers pour Europe 1 et concernant justement cette explosion d'une voiture Tesla devant le Trump Hotel de Las Vegas. Un détail troublant, l'occupant du véhicule, seule victime dans cette explosion, était lui aussi militaire. La piste du suicide semble privilégiée. Le terrorisme islamiste frappait la France en plein cœur il y a 10 ans, presque jour pour jour. Le 7 janvier 2015, les frères Kouachi tuaient 12 personnes dans la rédaction de Charlie Hebdo à Paris. Point de départ d'une vague d'attentats islamistes sans précédent, le début d'un bouleversement complet de notre société. Une décennie plus tard, hélas, les menaces n'ont pas cessé. Philippe Val, ancien directeur de la publication de Charlie Hebdo, est là pour en témoigner. Il se confie longuement dans un podcast Europe 1 publié aujourd'hui. J'ai évidemment déjà reçu des lettres de menaces, mais je n'ai vu qu'une seule fois un appel au meurtre. Et quand je l'ai vu, ça m'a terrifié, parce que, je dois dire, c'est assez impressionnant. C'est une affiche Wanted avec ma photo où il est inscrit « Mort ou vif ». À côté, il y a un paragraphe de quelques lignes qui évoque la publication des caricatures. Et il y a des fanatiques qui tombent sur cette affiche, sur le darknet, et qui sont persuadés qu'ils doivent m'assassiner. Voilà, il n'en faut pas plus. Et cette menace tourne. Je ne sais pas si ça s'arrêtera un jour. Philippe Val, ancien directeur de la publication de Charlie Hebdo, a retrouvé aujourd'hui donc dans un podcast Europe 1 exceptionnel consacré aux 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo, à découvrir dès maintenant sur l'application et le site d'Europe 1. L'année 2025 sera-t-elle marquée par une vague de destruction d'emplois dans l'industrie, Maël? C'est la crainte des syndicats et un premier exemple concret du côté de Caudan dans le Morbihan. La fonderie de Bretagne menace de mettre la clé sous la porte. 300 emplois menacés. La raison, l'annulation des commandes passées par Renault à cette entreprise de fabrication de pièces en fonte pour l'automobile jusqu'en 2028. Des représentants syndicaux et des députés adressent une lettre à Emmanuel Macron pour solliciter l'intervention de l'État dans ce dossier. Le président de la CFE-CGC, François Aumeril, fait partie des signataires. L'engagement de l'État auprès de l'industrie, il existe financièrement. Le problème, c'est qu'il n'est pas suffisamment ciblé et surtout, il n'est pas conditionné. Le scandale, il est là. Et on a ici l'exemple mais typique. Voilà Renault, une entreprise qui profite des aides de l'État. Et au moment où on lui demande un petit engagement, eh bien l'entreprise Renault dit non, surtout ne me posez pas des conditions à toutes les subventions que vous me donnez. Et c'est ça qui est anormal. Et on interpelle le président de la République justement sur ce sujet-là. Votre politique, votre discours n'est pas cohérent. Si rien n'est fait pour forcer l'entreprise Renault à garantir les volumes, ça veut dire qu'en fait, l'industrie en France, c'est terminé. François Aumeril, président de la CFE-CGC, interrogé pour Europe 1 par Margot Faudéré. La Corée du Sud, une nouvelle fois théâtre d'une scène totalement surréaliste cette nuit. Les enquêteurs venus au domicile du président Yoon Suk-yeol pour exécuter le mandat d'arrêt émis contre lui après sa tentative de coup de force début décembre sont repartis bredouille, empêchés par la sécurité du chef d'État. L'interpellation est donc suspendue par les enquêteurs. Et un rappel ce matin, Maël, l'épiphanie, c'est dans 3 jours. Et oui, et si vous êtes en région parisienne pour régaler vos proches, une adresse, la Fabrique aux Gourmandises dans le 14e arrondissement de la capitale. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on y trouve tout simplement la meilleure galette du Grand Paris. Le boulanger Lionel Bonamy a en tout cas reçu ce prix le mois dernier pour la 2e fois. Charles Bouchin lui a rendu visite pour Europe 1. Ah bah je crois que je vais tomber sur la fève.
À peine sorti du four, Lionel Bonamy contrôle la parfaite cuisson de ses galettes. Déjà, c'est magnifique. On est garni, vous avez vu là, à 1 cm du bord. Donc là, vous n'avez pas que de la pâte au bout. Dessous, là, on est bien croustillant. Ah bah là, on va se faire plaisir. Le boulanger pâtissier l'assure, il n'a pas de recette magique. L'important, c'est d'avoir des produits locaux de qualité. Il y a de la poudre d'amande fraîchement broyée, ça c'est important. On travaille avec un beurre AOP, avec les moulins familiaux proches de Paris, avec des farines régulières et de très bonne qualité. On va les contrôler. Je vois que la dorure, ça se passe bien du côté de Benta. Un coup dans un sens et un Avec coup ce dans prix de la meilleure galette du Grand Paris, Lionel Bonamy s'attend à voir plus de gourmands dans sa boulangerie et a donc embauché un nouvel employé. Il y a au moins 7 ou 8 personnes qui touchent la galette avant qu'elle parte chez le client. C'est vraiment toute l'équipe qui est en mode galette. Et elle a intérêt à l'être pour produire près de 300 galettes des rois par jour. Je suis pas poli, mais tant pis, je croque dedans. Je vous invite à en manger un morceau aussi. À la vôtre. Allez, meilleur vœu. Voilà, vous voyez Jacques, c'est le genre de reportage qu'on aimerait tous, je crois, réaliser à la rédaction d'Europe 1. Merci beaucoup Charles Bouchin qui était cette fois l'heureux élu. Et puis sur le Vendée Globe, Charlie Dalin, toujours en tête avec une avance un peu plus conséquente qu'hier sur son dauphin Johan Richomme, 52 000 nautiques exactement. Merci Maël Hassani, c'était le journal de 8h sur Europe 1.